Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Zoom de TV Liberté. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Nicolas Vidal. Nicolas, bonjour. Bonjour Rémi. Alors nos téléspectateurs vous connaissent bien, vous êtes le fondateur de Putsch Média, également éditorialiste sur Tocsin et Radio Courtoisie, essayiste. Vous publiez cette lettre aux autruches et aux tubes digestifs, un ouvrage petit par la taille mais grand par le succès qu'il rencontre, un ouvrage disponible sur la boutique en ligne de TVL. Alors Nicolas, qui sont ces autruches et ces tubes digestifs et qu'avez-vous souhaité leur dire ? Beaucoup de choses, Rémi, beaucoup de choses. En fait, c'est un livre que j'ai écrit sous l'énervement, puisque je suis très énervé de la situation. On va en parler, j'imagine. Et les autruches et tubes digestifs, il faut cadrer le propos immédiatement. En fait, c'est la classe moyenne. C'est la classe moyenne, un peu supérieure, qui a encore un peu d'argent, qui a encore les moyens, d'une part financiers, et d'autre part en termes de temps. Et ce sont des gens, finalement, qui sont extraits de la nation, qui se sont extraits de l'avenir collectif, qui se sont extraits finalement de ce qui nous constitue, nous, en tant qu'avenir en commun et vie en commun, le très très bien vivre ensemble, là pour le coup on parle de ces gens-là, et qui ont estimé qu'ils se moquaient effrontément de la politique, et qu'il n'y avait aucune raison que la politique s'intéresse à eux. C'est ce cheminement intellectuel qui est effrayant. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont, une nouvelle fois, qui ont de l'argent, qui ont le temps, parce que souvent, on m'a souvent reproché de me dire « Oui, mais Tico, tu comprends, les gens, le soir, quand ils arrivent du boulot, ils n'ont pas le temps de s'intéresser, ils n'ont pas le temps de s'informer, ils n'ont pas le temps de lire. » Je rappelle quand même à tous ces gens que le temps moyen de télévision par Français, c'est de 3h42. Donc, les progrès de la médecine, hormis ce qu'on a connu il y a quelques temps, nous a fait gagner en espérance de vie, et cette espérance de vie, c'est formidable, on l'a perdu devant la débilité de la télévision, des écrans, sous toute leur forme. Et en réalité, c'est pour ça que je leur en veux, Rémi. Parce que ce sont des gens véritablement qui se sont extraits de la nation et qui sont des atomes fluides qui ne rencontrent absolument pas les autres, hormis quoi ? Leurs enfants, leurs familles, leurs amis proches, et qui sont véritablement, qui se sont jetés à bras-le-corps dans ce que j'appelle la démocratie qui a. La démocratie des centres commerciaux, la démocratie de Netflix, la démocratie des voyages low cost, puisque maintenant on peut aller à l'autre bout ou du moins l'autre bout de l'Europe pour pas cher. Et finalement, ils se sont dit que leur univers, leur souveraineté, leur nation s'arrêtait à la porte de leur télévision 160 cm ou à la porte finalement de leur, vous savez, cette étagère Billy chez Ikea. Voilà. Et ça, c'est terrible parce que c'est une régression, un recul de la société, et c'est un péril véritablement pour la démocratie. Alors justement, Nicolas, pour aller dans votre sens, nous autres observateurs du monde alternatif, nous ciblons régulièrement le président de la République, mais n'est-ce pas aussi une façon de déresponsabiliser un peu les Français face au déclin de notre pays ? Bien sûr, et vous avez parlé de déresponsabilisation, mais il y a aussi une forme de culpabilité, une forme de complicité, parce que là, moi, je suis très attaché, vous savez, à ce que j'appelle la liberté individuelle, à un moment donné, et la responsabilité individuelle. Et ces gens, manifestement, sont aussi responsables de l'effondrement et de la période post-totalitaire ou totalitaire soft que nous vivons. Parce qu'imaginez-vous qu'avec des tubes digestifs et des autruches qui ne pensent qu'à consommer, on l'a dit, s'amuser, jouir avec une certaine forme d'égoïsme, puisqu'ils ont encore 3 sous espagnols pour pouvoir s'acheter un peu d'égoïsme et de plaisir, hédoniste, et bien entendu, les autres, là-haut, qu'est-ce qu'ils font ? C'est tapis rouge pour eux. C'est véritablement tapis rouge, car ils ne rencontrent aucune résistance. Rappelez-vous cette séquence d'Édouard Philippe. En 2021, c'était en mai 2021, il était à l'ESSEC. Et il a fait une conférence qui avait été filmée en partie. Il y avait cet extrait absolument redoutable où Édouard Philippe, finalement, qui a été Premier ministre, explique qu'il craignait plusieurs réformes d'ampleur, notamment sur l'université. Et finalement, il disait, mais on était surpris au ministère ou à Matignon parce que ça passe. Ça, on s'est dit, ça va péter. Mais non, ça passe. Donc, finalement, on rentre dans une société, quand vous avez des autruches et tubes digestifs, alors, ils ne sont pas une majorité, parce qu'heureusement, ceux qui regardent vos émissions, Rémi, ceux qui regardent TV Liberté, qui sont abonnés, on les remercie, ils sont dans une volonté de information, bien entendu, mais il y a quand même une part non négligeable de gens qui sont là-dedans et qui se sont déresponsabilisés. Donc, il y a une culpabilité manifeste de ces gens, c'est évident, parce qu'ils ont les armes, au moins financières, petitement, enfin, de façon limitée, il faut être clair, mais aussi il y a une volonté de détruire, une destruction de nos élites, de l'éducation nationale, de l'abrutissement généralisé de la population, parce que je continue à maintenir, et je persiste et je signe, il y a une volonté depuis 40 ans d'abrutir délibérément les masses.
Et notamment par les écrans, Bien sûr. sujet qui revient beaucoup dans votre ouvrage. Alors un peu de provocation, Nicolas Vidal, vous dénoncez donc le consumérisme, le matérialisme de beaucoup de Français résignés, mais ce matérialisme traverse aussi les révoltes récentes, des Gilets jaunes à la réforme des retraites et même d'une certaine façon jusqu'à la révolte des agriculteurs. N'y a-t-il pas une forme d'aveuglement de la résistance quant aux motifs d'indignation des Français? Est-ce qu'on ne prête pas des motifs d'indignation qui sont les nôtres, mais qui ne sont pas véritablement ceux des Français dans la rue? Vous avez peut-être raison là-dessus, effectivement, mais tout ça est véritablement très complexe. Vous avez parlé des agriculteurs, vous avez parlé des gilets jaunes, on peut parler aussi de la réforme des retraites. Je continue à penser que quels que soient les gilets jaunes, c'est beaucoup plus populaire que la réforme des retraites, même si la réforme des retraites est très populaire, mais c'était mené par les syndicats, c'est en ce sens que je veux dire que c'est un peu différent. Je pense véritablement que ces mouvements, notamment les gilets jaunes, ce sont ces gens qui se sont sentis déclassés économiquement et qui à un moment donné se sont aperçus que l'État français, ou du moins le pouvoir, ce que j'appelle la caste, finalement, était en train, je vais être un peu trivial, de la leur faire en travers. Et ils se sont dit, et pourquoi ils sont sortis? Parce qu'ils sont sortis, ils se sont rendus compte, eux, à la différence des autruches études gestifs, qu'ils ont compris que leur déclassement économique, leur paupérisation et leur pauvreté fulgurante qui était en train de les saisir, n'étaient que la cause, finalement, et le symptôme, surtout, d'une politique qui allait à l'encontre de leurs intérêts, mais plus loin, Rémi, de l'intérêt de la France, littéralement. Et les autres, eux, manifestement, ils n'ont pas encore compris que s'ils payent l'électricité 4 fois plus cher, qu'ils payent le gazole 8 fois plus cher, le gaz, j'en parle même pas, et qu'ils prennent une inflation redoutable dans les dents, et chaque fois qu'ils vont au supermarché, ils perdent dedans, eux, ils n'ont pas fait le lien entre leur déclassement économique et les décisions politiques. C'est en ce sens que je vous dis finalement que ce lien, ils ne le font pas et qu'ils ne sont pas conscients finalement que la classe politique les trahit, littéralement, et ils vous disent, moi je ne m'intéresse pas à la politique, donc la politique ne s'intéresse pas à moi. C'est là qu'ils ont tort. C'est là qu'ils ont tort. Et j'en veux beaucoup, je vais vous le dire, aujourd'hui sur TV Liberté, j'en veux encore plus aux autruches au tube digestif qui manifestement, qui ont des enfants. Parce que eux, ils sont totalement aveuglés. Ils sont dans un égoïsme, ils sont désarmés intellectuellement, culturellement. Et ça, c'est terrible. Donc, et souvent, on me dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Enfin, je crois que depuis novembre 2018, il y a eu quand même un bon paquet de manifs où vous auriez pu, ne serait-ce que participer, peut-être sortir de votre canapé, éteindre la télé, éteindre Netflix, et peut-être au moins aller voir ce qui se passait sur place, et peut-être vous intéresser au but de ces, ou du moins à la source même de ces manifestations. Donc là, c'est une vraie question, mais après c'est une question de citoyen, c'est une question intime, et c'est une question aussi d'une forme de résistance, de se sentir. La résistance devient qu'à partir du moment où, Rémi, et vous le savez, où vous vous sentez engagé dans un pays, et engagé, pas politiquement, être citoyen. Et ces gens, manifestement, ne sont pas des citoyens dans le sens où ils n'ont pas la conception. Ils ont une vue très étriquée d'eux-mêmes, une vue personnelle. Le citoyen, au contraire, il a une vue personnelle, un peu égoïste, forcément. Mais par contre, il sait prendre la hauteur, il regarde de haut et il se dit, nous tous collectivement, si on continue à faire comme ça et qu'on continue à laisser faire ces gens ce qu'ils font, le pays est en train d'aller au crash, littéralement. Voilà pour vous répondre. Nicolas, nous avons avec bienveillance un peu mis les Français sur le banc des accusés. Est-ce qu'à leur décharge, leur colère n'est pas prise en otage par de fausses oppositions ou même par une résistance qui peine à s'unir ? Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Aujourd'hui, on le voit bien, on peut en parler puisqu'on n'est pas loin, on est à quelques enclavures des européennes. On voit bien qu'il y a des partis aujourd'hui, je pense de Reconquête, je pense au RN, à d'autres, finalement, qui prennent en compte la souffrance des Français, mais qui ne savent pas apporter les bonnes réponses puisqu'ils ne veulent pas sortir de leur discours et de leur schéma européiste, même s'ils critiquent l'Union européenne, même voilà. Donc, manifestement, on voit bien que là aussi, il y a la déperdition du pays est beaucoup due aussi à la mondialisation, à l'Union européenne. C'est pas le sujet de l'émission. Et ils pensent à un moment donné aussi arriver à tirer à eux ces Français-là, mais moi je crois qu'ils ne les tireront pas, parce que le Français-là dont je parle, l'autruche, le tube digestif, une nouvelle fois, je rappelle, je parle de la classe moyenne supérieure. Je ne parle pas des gens qui aujourd'hui ne savent pas maintenant ce qu'ils vont manger ce soir. Je ne parle pas des gens qui ne savent pas ce qu'ils vont donner à manger à leurs gamins. Je ne parle pas des gens qui se privent de repas pour faire manger leurs gosses. Je parle de ces gens qui sont oisifs, comme ça. Leur vie est une espèce de long fleuve tranquille. Enfin, c'est plus un long fleuve, maintenant c'est des marécages infestés de piranhas. C'est plus un long fleuve tranquille, concrètement. Et manifestement, ils n'ont pas bien compris ça. Et vous avez raison. Aujourd'hui se pose littéralement la question de l'incarnation politique.
Littéralement. Sachant que l'incarnation politique, vous avez vu l'abstention. Moi, je pense que dans l'abstention, il y a un acte politique, puisqu'il y a des gens aussi délibérément qui ne vont pas voter parce qu'ils se disent, à tort ou à raison, que ça ne changera rien. Et puis, il y a ceux qui vous disent, je m'en fous de voter, de toute façon, ça ne changera, une nouvelle fois, ça ne change rien à ma vie, ça ne va rien changer à ma vie. C'est soit des tous pourris, soit, vous savez, enfin, tous ces interjections qui arrivent en permanence. Et oui, aujourd'hui, il n'y a aucune incarnation politique, et c'est dramatique, ça. C'est dramatique parce qu'on est en train de sortir des rives de la démocratie, de s'en éloigner, pardon, et ça veut dire que quelle va être la solution à la fin? C'est une vraie question. Donc il y a les gens qui s'engagent, qui sont ici, qui regardent ces émissions, qui essaient de s'informer autrement, je préfère ce terme qu'à réinformer, et puis il y a les autres qui sont là, mais manifestement, et puis les partis qui sont dits souverainistes, ben, ils pèsent pas suffisamment, ils sont trop divisés aujourd'hui pour pouvoir incarner ça. Mais même ils seraient alliés, Rémi. Qu'est-ce que vous voulez faire face à eux? Eux, ils n'iront pas voter parce qu'il y aura une alliance souverainiste, ils n'iront pas voter. Ils s'en moquent, en fait. Ils s'en moquent. Ils s'en moquent. Ils attendent impatiemment les prochains RTT, ils attendent impatiemment les prochaines vacances, ils attendent impatiemment l'anniversaire du petit, ils attendent impatiemment la communion qui va arriver ou je ne sais quoi d'autre. Donc finalement, ils sont dans le présentisme. Ce qui les intéresse, c'est maintenant. Parce que, comme il y a une partie d'inculture, et on pourra en parler, il y a eu une volonté, il y a eu une destruction totale de l'éducation nationale. Donc on a préparé les gamins de notre génération, malheureusement, à être des tubes digestifs et des consommateurs et tubes digestifs. C'est réversible pour vous, ce mouvement-là de destruction des consciences par l'éducation nationale? Et effectivement, vous revenez beaucoup dessus dans le livre. Ben oui, c'est réversible. Mais imaginez à quel prix. Imaginez à quel prix la refondation doit se faire. Imaginez, parce qu'on a Attal qui nous parle de la baya, puis maintenant il est Premier ministre, et puis maintenant c'est Belloubet qui nous parle du harcèlement. Enfin, d'accord, ces combats sont nobles. Mais il y a une véritable question de l'effondrement du pays par l'éducation nationale. Il n'y a qu'à voir les classements PISA. Donc, le problème, c'est que c'est pas structurel. C'est une volonté de dynamite. Ces gens ont mis des pains de C4 dans notre éducation nationale publique, cher ami. Pas comme Amélie Oudéa Castéra, la ministre de la Bourde olympique, qui a mis ses enfants comme plein d'autres chez Stanislas, parce que ces gens-là qui ont détruit, pas qu'elle, hein, une nouvelle fois, on ne va pas pointer le doigt sur elle, mais ces gens-là, ces élites, cette caste qui a détruit l'éducation nationale, met ses enfants dans le privé, ultra privé, pour éviter que ces gamins soient les victimes du système qu'ils ont détruit. Voilà. Et eux, une nouvelle fois, je suis dur, mais c'est vrai. Eux, moi je discute avec beaucoup, puisque j'habite au fin fond de l'Hérault, mais ils n'ont pas conscience, véritablement, que leurs enfants n'apprennent rien à l'école, ou si peu. Alors oui, vous avez la région qui vous fait des grands plans écrans avec des iPads ou des tablettes, parce que c'est flexible, parce qu'il faut que tout le monde ait accès à tout machin. En fait, si ces gens savaient 10% de ce que nous disions, vous en avez conscience, la situation ne serait pas aussi désespérée qu'elle l'est aujourd'hui. Très clairement. Alors dans votre très belle lettre, vous retracez la sombre chronologie des dernières années, cet événement majeur en 2022, la guerre. Après ces déclarations sur l'envoi de troupes en Ukraine, d'aucuns relancent le débat sur la destitution d'Emmanuel Macron. Est-ce que selon vous, il doit partir ? Mais dans un pays, je vais me dire un pays démocratique, un pays sain, j'aurais au moins espéré que l'opposition politique qui siège, vous savez, cette grande salle qui est devenue un club de bridge, qui s'appelle l'Assemblée nationale. Avant, c'était une assemblée. Il y avait des gens qui bossaient, qui votaient, il y avait des oppositions, il y avait des débats. Voilà. Et puis maintenant, c'est un club de bridge parce qu'il y a la buvette de l'Assemblée. Et puis, quand on vote la loi sur les dérives sectaires, ils sont 236 alors qu'il y en a 577. Donc la question, c'était, vous étiez où les autres? Donc oui, il pourrait y avoir, finalement, s'il y avait un Parlement véritablement d'opposition, saisir, ou du moins saisir et demander des comptes à Emmanuel Macron. Mais là, c'est plus le cas. Mais Emmanuel Macron est en roue libre, manifestement est en roue libre. Il ne comprend pas grand-chose à ce qui se passe, si ce n'est faire le va-t-en-guerre. Mais Emmanuel Macron, il est formidable. Il n'est pas foutu de renvoyer les OQTF. Par contre, il va faire la guerre en Ukraine, lui. Non, mais il y a quand même, à un moment donné, je pense qu'il faut avoir les moyens de sa politique. Et Emmanuel Macron, il a peu de moyens, il a pas de politique. C'est plutôt, vous savez, je le dis souvent, on nous a vendu le Mozart de la finance, on est le Beethoven de la dette. Mais pour revenir à votre question qui est très intéressante, regardez l'opposition politique, c'est d'ailleurs le mal qui nous ronge aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens ne votent plus puisqu'ils estiment que même le parlementaire, le député qui devrait porter la voix des territoires, c'est la voix des Français, mais moi je trouve que c'est plutôt la voix des territoires, mais peu importe, devrait s'opposer véritablement, devrait voter les motions de censure. Ah oui, vous comprenez, c'est le RN qui le pose, donc la LFI ne veut pas. Mais quand c'est la LFI, le RN ne veut pas, vous comprenez, on ne peut pas faire alliance, machin. Mais la réalité, c'est que nous sommes dans une urgence de cause nationale dans laquelle ce gouvernement devrait être renversé depuis très longtemps, et qu'on aurait dû rebattre les cartes. Emmanuel Macron est très affaibli, on le sait, mais il passe un 49-3,
il légifère par décret, pardon. Il y a eu, vous savez, pendant la crise sanitaire, c'était le PC Jupiter. Voilà, donc là, le PC Jupiter, tout se décostier. Donc vous voyez bien que ça fait 4 ans, et ça veut dire aussi, Rémi, ça pose une question de fond. Ça veut dire où en est le niveau intellectuel et culturel aussi, je le pose la question, de nos députés, de nos parlementaires. C'est-à-dire que pour moi, il y a une véritable régression littérale des gens qui nous représentent, avec, il faut le savoir, enfin, on va arrêter de se raconter des histoires, avec des intérêts, avec des postes de casteurs, de commissaires, de rapporteurs, de machin, tout ça, machin. Et malheureusement, c'est ça qui est terrible, parce que ça veut dire que notre représentation politique, qui devrait prendre en charge l'intérêt des Français, qui devrait prendre en charge notamment notre intérêt à tous, et bien sûr, nous, se désengager un peu et être citoyen en pensant, en ayant confiance que les gens qui sont en haut puissent apporter un contre-pouvoir à l'exécutif, ça se fait pas. Donc on se retrouve dans une situation mais absolument effrayante entre une partie de la population qui a baissé les armes, qui demande Netflix, une classe politique qui est aujourd'hui mais complètement inepte, qui ne défend plus l'intérêt de la France, parce qu'une nouvelle fois, si Emmanuel Macron se permet, vous l'avez dit, de dire on va mettre les troupes au sol, bon là c'est le rétro-pédalage, mais alors là c'est la choucroute complète, bon peu importe, c'est la Macronie. S'il y avait à un moment donné des citoyens qui se levaient, et des représentants de la nation qui étaient suffisamment brillants, courageux et dignes, et qui se levaient, je peux vous assurer qu'Emmanuel Macron n'aurait pas fait le 1/100 de ce qu'il a fait. Hein. C'est sûr et certain. Mais Emmanuel Macron, c'est roue libre. Voilà, il est sur le transat et il envoie des scuds. Voilà. Alors justement, à vous entendre, la voie institutionnelle semble quand même très étroite pour relever la France. Est-ce que vous y croyez encore ? Eh bien, c'est très compliqué, c'est une question de premier plan. Moi, c'est pour ça qu'ici, j'appelle dans cette lettre, effectivement, vous l'avez dit, elle fait 45 pages, elle est très courte, et vous avez noté que c'est un format de lettre, c'est pas un essai, c'est une véritable appel en disant, maintenant, il faut se mobiliser. Mais se mobiliser, ça veut dire quoi ? Déjà, prenez compte et prenez conscience de ce qui se joue autour de vous. Vous voyez, déjà, la prise de conscience culturelle, intellectuelle, est déjà un premier pas. Si vous arrivez à faire passer un certain nombre de ces Français qui ne s'intéressent plus à rien, qui sont dans la démocratie, à au moins prendre conscience, à au moins comprendre, à au moins vouloir se renseigner, s'informer et se donner des grilles de lecture. Rémi, se donner des grilles de lecture, vous avez le temps, je rappelle, je parle de la classe moyenne sup et la classe moyenne, déjà vous aurez fait un grand pas parce qu'il y aura une partie de la population qui sera en capacité de dire non et au moins de manifester, au moins d'aller voir de façon républicaine, démocratique et courtoise ses députés. Rien ne vous empêche, vous, en tant qu'électeur français, d'aller voir votre député, de prendre vos députés et de dire voilà, aujourd'hui il y a ces problèmes-là, qu'est-ce que vous avez voté sur cette loi, pourquoi vous n'avez pas voté ? Ça se fait, je crois que les députés ont des permanences. Une permanence veut dire qu'ils sont permanents, on peut aller voir de façon républicaine, démocratique et tout à fait cordiale, je le répète, un député. Déjà, vous voyez, les moyens de pression pourraient être un peu plus grands. Quand vous avez des gens qui savent pas s'il faut appuyer sur le bouton vert ou sur le bouton bleu, ou qui sont pas là parce que je ne sais pas où ils sont, ou qui s'abstiennent, ou qui sont là mais qui ont oublié d'appuyer sur le bon bouton, vous vous dites, à un moment donné, il faut arrêter. On ne peut pas accepter dans ce pays que un tiers des députés, sur la plupart des séances, soient présents. Voilà, c'est plus possible. Donc, la prise de conscience de ces gens-là, que j'appelle les autruches et les tubes digestifs, ne serait-ce que s'ils prennent conscience de ça, eh ben peut-être que ça pourra faire changer les choses, et du moins, faire une espèce de pression populaire démocratique. Hein, sur nos représentants qui pourront, ne serait-ce qu'engager peut-être un article, vous savez, le fameux article 68 sur la destitution, ou ne serait-ce qu'une motion de censure, Rémi. Une motion de censure, en fait, c'est constitutionnel la motion de censure. Le 49.3 est constitutionnel, la motion de censure aussi. Donc on pourrait très bien envisager que les députés, peut-être, s'ils doivent rendre compte à leurs administrés et aux citoyens, pourraient peut-être voter collectivement en chantant à tue-tête une grosse motion de censure pour que ce gouvernement soit renversé et qu'à un moment donné, on aplanisse des choses et qu'on reparte, ou du moins qu'on freine la destruction délibérée, parce que c'est une véritable destruction délibérée de la France. Voilà. Est-ce que la solution, vous mentionniez votre lieu de résidence dans l'Hérault, c'est assez rare dans le monde médiatique, y compris alternatif. Est-ce que vous pensez que la solution passe par les territoires ? On a parfois dit que les Gilets jaunes étaient morts au moment où ils avaient convergé vers Paris. Oui. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez ? Oui, vous avez raison, effectivement, dans les territoires, c'est important. Mais je ne suis pas... je suis un amoureux des territoires, je suis un enraciné bouseux, littéralement. J'aime mon territoire, j'aime ma Méditerranée, j'aime mes garrigues, j'aime mes vignes. Mais oui, bien sûr qu'il peut y avoir des pôles de résistance, ou du moins d'action citoyenne, ou de réunion citoyenne, tout simplement. Mais je veux dire, si on commence à réagir comme ça, on va s'enfermer, c'est-à-dire qu'on va se renfermer, on va se replier sur nos territoires. Rappelez-vous, pendant les Gilets jaunes, Rémi, les premières images, vous aviez des gens qui avaient des drapeaux occitans, des drapeaux bretons, des drapeaux de l'Oise, notamment, ou Picard, et d'autres drapeaux, parce que ces gens-là, comme ils ont été abandonnés et trahis
par la casse, donc par l'État en quelque sorte, leur seule issue de repli, c'était leur territoire, leur famille, leur village, leur bourg. Et nous, c'est pareil. Mais c'est pas une solution en soi. Bien sûr que ça peut partir, qu'une émulation citoyenne peut partir territoire comme les Gilets jaunes le mieux, même les révoltes agriculteurs. Mais la réalité, c'est que on part de notre pays, là. On part de la France. Donc, il y ait des poches de résistance à droite gauche est une chose. Mais la réalité, c'est qu'il faut que ça soit au niveau national et que si on veut respecter les institutions, les députés, les parlementaires, il faut que ça soit de nos territoires. Je crois que les députés sont élus par circonscription. Dernière nouvelle, j'ai lu qu'ils étaient élus par des circonscriptions, me semble-t-il. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un petit maillage vite fait, là, rapidement fait. Ça. Donc, s'il y a des députés de Circo, c'est qu'à un moment donné, qui viennent des territoires et qui vont à Paris, hein, bien entendu, à la buvette de l'Assemblée, de temps en temps en séance, eh bien, ça veut dire que la 5e est faite comme ça aussi. Donc, c'est à eux de prendre les devants. Mais aujourd'hui, franchement, je vous le dis, il y a très, très peu d'espoir. Et vu le cirque, vu le théâtre, vu le foutoir, je suis désolé, de l'Assemblée nationale et de l'engagement, et je finis là-dessus, et vous l'avez vu, force est de constater que, vous le savez, que le nombre de séances a été considérablement réduit dans l'Assemblée. Pourquoi ? Pour les élections européennes. Donc ces gens vont de moins en moins siéger jusqu'en juin parce que tous les partis sont sur les élections européennes. Donc ça aussi, vous voyez, il va falloir qu'à un moment donné remettre de l'ordre dans ce pays. Admettons, Nicolas Vidal, que Macron ne soit pas destitué, qu'il termine son mandat et qu'en 2027, les Français lui choisissent un successeur à peu près du même acabit, par exemple Édouard Philippe. Ne faudrait-il pas alors accepter que la France ait choisi d'embrasser sa mort? Dit autrement, quand passe-t-on de la résistance à l'obstination déraisonnable? Ah oui, vous avez raison. Après, c'est toujours pareil. On touche une nouvelle fois à mon livre, parce que si le prochain est élu avec 20% des suffrages, 20% des suffrages, c'est-à-dire 20% des exprimés, pas des inscrits. Donc déjà, ça passe pas lourd, parce qu'Emmanuel Macron, on ne peut pas dire quand même qu'il a pété les scores. Hein. On peut pas dire que... En plus, après, il a pris une législative où il a pris une grosse fessée avec sa majorité très très relative. Oui, possiblement. Mais ça voudra dire que nos actions, ça voudra dire que nos émissions, ça voudra dire que ce que nous faisons, pour lesquels nous œuvrons sur des sujets importants, pour que les gens se renseignent, pour que les gens s'ouvrent, que les gens s'émancipent, que les gens aient du libre arbitre, ça voudra dire que quelque part nous avons échoué aussi. Véritablement. Et là, je parle de nous collectivement. Et si on se retrouve avec Édouard Philippe, ou avec d'autres, concrètement, ça va être de plus en plus, ça va être très très compliqué parce que là, effectivement, c'est la fin de la France est actée concrètement. Et pour revenir, alors, on va pas être défaitiste ici parce que les gens, sinon, ils vont couper la vidéo et ça va être catastrophe. Je plaisante, bien entendu. La France est relevée de bien des périls, bien plus noir que celui-ci. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a eu quand même un ramollissement généralisé qui laisse quelques doutes sur la capacité des gens, du moins à se réinformer ou à s'informer autrement, et puis à agir en tant que citoyen. Et 2027, effectivement, et je vais vous le dire, Rémi, je vais vous le dire ici sur TV Liberté, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont pas le temps d'arriver jusqu'en 2027. Financièrement parlant, ils peuvent plus se nourrir. L'inflation, l'électricité. Vous pensez que il y a encore des gens qui ont 6 mois devant eux, là? Il y a des gens qui ont plus 6 mois devant eux. Il y a des gens, à l'heure où nous parlons, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils vont manger ce soir. Donc la paupérisation est tellement fulgurante, le déclassement est tellement fulgurant que concrètement, et comme on voit effectivement qu'en face, c'est pas qu'il n'y a pas de réponse. C'est qu'ils ne veulent pas répondre. Ils n'ont aucun intérêt de répondre. Ils sont dans une Union européenne, on le sait, avec un marché dérégulé, ils sont en train de vouloir encore casser la réforme de l'assurance chômage. Donc, ils vont remettre en place une réforme de l'assurance chômage. Ça va être un bain de sang. Le code du travail, ils veulent littéralement l'exécuter, fini, et tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il y a une volonté de détruire. Et une nouvelle fois, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, nous sommes en 2024, 3 ans à encore se farcir Emmanuel Macron. Et cette politique, parce que c'est pas qu'Emmanuel Macron, il est responsable de bien des maux, mais c'est une politique générale, et c'est surtout une endogamie politique mondialisée qui pose un véritable problème, parce que quand vous vivez de ça, quand vous vivez de la députation, qu'elle soit nationale ou européenne, un député européen, c'est 10 075 € par mois. On va se le dire. Vous voyez que l'urgence qui est la vôtre n'est pas la même que l'urgence de millions de Français. Voyez, qui vont chercher, qui vont acheter dans les commerces ou dans les supermarchés des produits de première nécessité avec une inflation à 25%. Donc là aussi, il y a une véritable divergence d'intérêts entre les Français et des millions de Français populaires et pauvres, de plus en plus pauvres, des classes moyennes qui ont basculé dans la pauvreté, et nos représentants politiques qui font plus le travail, parce que eux-mêmes
se sont déconnectés de la population. Même s'ils reviennent à un circo 2-3 jours par semaine, ils se sont totalement déconnectés. Et qui peut faire changer ça pour boucler la boucle là-dessus? Qui peut changer ça? C'est eux. Parce que les autruches et tubes digestifs, c'est eux qui ne votent pas. Ils ne votent pas, ils ne s'intéressent pas, ils s'en moquent. Mais le problème, c'est que la tyrannie du frigo, la tyrannie du yaourt unique dans le frigo, manifestement, à un moment donné, va les faire se lever du canapé, éteindre Netflix et peut-être aller dehors avec, je vais vous le dire, Rémi, avec un sens de l'humour plus qu'approximatif. Véritablement. Donc, il faudrait ne pas en arriver là. Et ça veut dire qu'il faut une reprise en main des citoyens, et enfin des gens, des tubes digestifs, qui deviennent des citoyens très très vite, parce que c'est urgent là. Merci infiniment, Nicolas Vidal. Je rappelle le titre de votre ouvrage passionnant, Lettres aux autruches et aux tubes digestifs, disponible sur la boutique tvl.fr. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas de commenter, de partager, d'aimer cette vidéo. À très bientôt sur TV Liberté. Merci.